Tonight is the night. Je me fais plaisir. C'est comme un petit enfant in the candy store. J'ai plusieurs sujets durant la saison, mais ce soir, je suis fan de lutte. Et pour ce faire, j'ai deux invités. Mon gars, c'est des sommités dans leur domaine. Tout d'abord, dans le coin droit, champion du monde québécois de la NCW, Letter Pleppard Man, Sweet as Sensi, my main man, Handsome Jeff. Hey, ça, c'est une belle intro. Hey, Merci, merci, ça va. Je bouge pas, je reste assis, Tellement content. Hey, merci, merci, ça va. Très content d'être là. Écoute, puis avant Google, dans le temps, là, on allait chercher dans les papiers blancs, on a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans la lutte. On va sur l'Internet, c'est ben trop slow. Moi, j'ai mon Google manuel, un écrivain. On parle de lutte 1981, 1999, il n'y a pas de problème. Il est à TVA Sport, un animateur avec my buddy Kevin Raphaël. C'est une légende, il a écrit des livres pour Mad Dog Vachon, wow, de Géant Ferré. Ce gars-là est extraordinaire. My man, the only one, Pat Laprade. Hey, côté présentation, là. Yo! A1, je m'ouvre une bière. On se bien, les gars. La légende, t'as exagéré un peu. Non, c'était right on point. Mon gars, les gars, vous méritez, soyez pas humbles. Ce que vous faites dans le quotidien, à la télévision, à l'extérieur, sur le ring, c'est extraordinaire. Vous faites des gars comme moi, heureux, avec une bière avec mes chums, on vous regarde aller, là. On est dans le Man Cave ici, chez Sydney Conseil. Cheers. À la Stone Cold. Le gars, Non, un beau tapis, on se calme pas. vous êtes chez Simplement Black, les gars. Ouais. Vous êtes relax. Pour les gars, les personnes qui vous regardent, les fans de lutte, là, rapidement, parlez-moi un peu de votre parcours professionnel. Qui est Handsome Jeff? Qui est Pat Laprade? Je vais commencer par toi, Pat. Ah, OK, bon, je vais commencer. J'ai le plus gros parcours des deux. Mais. Le roast, c'est-tu commencé? Oui, j'aime ça! C'est lui qui rose, c'est pas toi. J'ai mal lu le règlement. Ben, écoute, moi, je suis fan de lutte depuis que je suis tout petit. J'allais au centre Paul Sauvé avec mon père quand j'avais 6 ans, 7 ans. Puis j'ai toujours continué à suivre la lutte. J'ai écrit à un moment donné des magazines sur la lutte, des magazines annuels, les Almanachs. Oui, les fameux Almanachs. Et puis, des Almanachs, c'est une récapitulation de l'année sur la scène indépendante au Québec. Et tous ses amis étaient obligés de les acheter. Absolument, absolument. Lui, il me l'achetait jamais, sauf quand je parlais de lui. Et puis, puis ça a mené à un projet de livre. J'étais beaucoup impliqué sur la lutte au Québec. J'ai écrit mon premier livre sur l'histoire de la lutte au Québec. Puis c'est un peu comme ça que je me suis fait connaître dans les médias ici au Québec, mais également dans les médias spécialisés de lutte, dans le Canada anglais, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Je suis comme devenu rapidement l'expert de la lutte au Québec, l'historien de la lutte au Québec. Puis, de fil en aiguille, il y a eu d'autres projets, toujours avec mon co-auteur Bertrand Hébert, la biographie de Mad Dog Vachon, la biographie de Géant Ferré, un livre sur l'histoire de la lutte féminine. Et puis j'ai toujours été impliqué ici au niveau local. Puis à un moment donné, j'ai eu un coup de fil de TVA Sport. Kevin Raphaël voulait travailler avec moi. Kevin voulait travailler avec moi, je le précise. Là. OK. Kevin, t'as entendu, hein? Il a dit que tu voulais travailler avec lui. Moi, je ne savais pas c'était qui. Lui voulait travailler avec moi. C'est ça le pire, l'histoire. C'est ça le pire. Non, mais je savais c'était qui, mais je ne l'avais jamais rencontré. On ne s'était jamais rencontré. Puis lui m'avait entendu sur des podcasts anglophones et tout ça. Puis il voulait travailler avec moi. Puis c'est là que cette aventure-là a commencé. Le podcast, les antipodes de la lutte. Et puis après ça, c'est ça. En fait, ça fait déjà, on entame notre 6e saison à TVA Sport. Et puis c'est vraiment. Vous êtes bon, vous êtes non seulement bon, vous exprimez bien la lutte. C'est pas facile de dire les choses pour que les gens qui regardent soient capables de vivre ce qui se passe sur le ring. Puis toi, Kevin, vous êtes vraiment excellent. Mais toi, Pat, t'es une coche. Excuse-moi, Kevin, mais tu une coche au-dessus, là. Non, une coche au-dessus, quand même. Le nier, ça serait mentir, là. Il n'est pas là pour se défendre. Vous êtes bien dans une salle. Et puis toi, Handsome, parle-moi de toi, Handsome, Jeff. Écoute, moi, jeune comme toi, je tripais sur la lutte. Mais moi, c'était le côté show. Ça paraît. Oui. Les entrées, la musique, les costumes. Puis à l'âge de 20 ans, c'est drôle, j'entends une pub à la radio, Jacques Rougeau a une école de lutte. J'appelle, je commence à prendre des cours. J'ai mon premier match en décembre 2000, le 29 décembre 2000, contre Nicolas Gracie, qui s'appelait le Brésilien, mais il venait de Pierrefonds. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais mon premier match en lutte professionnelle, donc ça fait 23 ans cette année que je fais de la lutte. Nice. Mais, tu sais, je fais attention, je lutte. J'ai lutté toute ma carrière à peu près un match par mois. Puis là, en ce moment, je suis un peu dans mon après-carrière. Je suis champion du monde NCW en ce moment, Fédération Sainte-Thérèse. J'invite tous tes auditeurs à venir voir ça, tous les spectateurs à venir voir ça. Elle est lourde, la ceinture, n'est-ce pas? Mon gars, tu mets pas ça tous les jours, là. Tu dois avoir un six-pack à mettre ça une fois de temps en temps. Oui, j'ai enlevé ma blouse tantôt, tu vas voir ça va être de toute beauté. Puis aussi, en ce moment, je suis chanceux, je travaille avec une légende de la lutte
au monde, Marc Blondin. Marc Blondin. On fait les commentaires pour Impact Wrestling. Moi, je fais les commentaires colorés. Donc, je suis son analyste. On arrive justement d'Atlanta où on était live ringside pour annoncer. Donc, Marc les fait en noir et blanc, lui. écoute, à son âge, ouais. Si je me le fais à son âge, c'est mauvais jeu de mots, oui, et c'est en noir et blanc. Donc, je suis rendu là dans ma carrière. Je lutte encore un peu, mais j'aime beaucoup le côté faire les commentaires, l'analyse, amener un peu de couleur au match. Donc, je suis rendu là. Ah, c'est sûr. Je suis un peu le Kevin Raphaël des pauvres, mais pour ma fédération. C'est bon. Et merci beaucoup de partager ça. Mais quand on regarde, vous avez parlé un peu de passion quand vous étiez jeune, comment ça a commencé, mais votre souvenir d'enfance, quand vous étiez avec votre père, vos amis, quand vous avez 10-12 ans à regarder la lutte, est-ce que vous avez un souvenir particulier qui vous a marqué? Oui. J'écoutais la lutte à la télévision. Dans le temps, c'était Lutte internationale, début des années 80. Et j'écoute... Hein? Je suis vieux, hein, je sais. Et puis, mais moins vieux que Marc. Fait que, tu sais, ça m'avantage. Et puis, je regarde, c'est le dimanche matin à 11h, puis à un moment donné, Ricky Martel, le Québécois, se fait attaquer par Rick Valentine et Sailor White avec un cintre. Et au point qu'il y a de l'écume qui lui sort de la bouche. Et moi, j'ai, je sais pas, 7 ans peut-être, 6-7 ans, je regarde ça et ça me marque. Je suis marqué par cette image. Je l'ai encore, je vous en parle, puis je l'ai dans ma tête, cette image-là encore. Et là, c'est Dino Bravo qui arrive pour faire le save. Pour faire le save, parce qu'il avait été en rivalité, Martel et Bravo, pas longtemps avant. Et là, c'était comme la réconciliation des deux. Bravo qui venait sauver son ami Martel contre les deux plus méchants. Et puis là, Martel avait de la misère à respirer, les secours arrivaient. Ah non, c'est une image qui m'a marqué, là. Puis j'ai eu la chance de revoir ça dans les dernières années. Puis c'était exactement comme je pensais que ça était arrivé. Ah, c'est ça. Je me souviens, ça. C'est samedi à 10h le matin à l'unité internationale. Le dimanche. Dimanche. Hey, c'est des beaux souvenirs. Vraiment des beaux souvenirs. Puis toi, Ansem? Moi, c'est plus tard. J'ai commencé à triper sur la lutte, peut-être, j'avais 12, 13 ans, 14 ans dans ces années-là. Moi, c'est Shawn Michaels qui était mon lutteur préféré. Comme je disais tantôt, moi, c'est la musique, c'était l'entrée, c'était le show, c'était se prendre pour un autre, c'était le côté baveux. Fait que moi, je tripais sur les musiques de lutte avant que ça vienne à la mode. Des fois, là, j'allais au Centre Molson à l'époque, je m'amenais un enregistreur pour enregistrer les chansons quand les lutteurs rentraient. Le son était épouvantable, mais moi, je tripais comme un kid, là. Fait que c'est vraiment le côté show, moi, qui m'a attiré dans la lutte. Puis, la lutte a souvent été un prétexte pour me faire booker, avoir des matchs à l'extérieur, puis coucher à l'hôtel, sortir avec des chums. Fait que moi, c'était l'enrobage. J'aimais le show, mais c'était vraiment tout ce qui venait avec qui me fait triper encore. Un bon gars de route. Ouais, ouais, exactement. Hey, c'est super. Puis quand on regarde ça, effectivement, la lutte, c'est dire à nos parents, moi, je vais embarquer, je vais devenir un écrivain, je vais devenir analyste, je vais faire de la lutte. Comment vos familles prennent votre parcours de route professionnel aujourd'hui? Ben, écrivain, c'est plus noble. Fait que moi, ça passait bien. Toi, je sais pas. Mais lutteur, c'est la question que les gens se posent, c'est quel genre de personnes font de la lutte ou écoutent la lutte. C'est très mal vu, c'est comme tabou. Mais moi, c'était le côté chaud. Mes parents m'ont toujours encouragé. Je joue au hockey, je joue au baseball, je le fais encore aujourd'hui. Ils m'ont toujours encouragé, m'ont toujours appuyé là-dessus. Puis c'était pas des grands fans de lutte, mes parents. C'est pas grâce à eux que j'ai connu la lutte, mais ils m'ont encouragé là-dedans, ils venaient voir mes spectacles. Puis non, ça m'a aidé dans la vie. C'est drôle à dire, mais toutes les entrevues que j'ai eues pour des emplois, là, quand je disais que je faisais de la lutte, ça intrigue les gens. Même en dehors de même n'importe quelle entrevue, tu rencontres quelqu'un, tu dis que tu fais de la lutte. Ah ouais, comment ça se passe en arrière? Est-ce prévu d'avance? Je dis tout de suite, là, c'est pas arrangé la lutte. C'est pas arrangé la lutte? Pas du tout, pas du tout. Je te crois tellement, mon gars. J'ai un prochain spectacle. Il faut que je sois en forme ce soir-là parce que je ne sais pas si je vais gagner ou non. Mais tu sais, faire sa part, les gens, ça les fascine. En arrière du décor, c'est ça qu'ils veulent savoir, les gens. Comment ça se passe, c'est-tu prévu, qui décide. Fait que c'est vraiment un beau sujet de conversation, là, ça intrigue les gens. Ouais. Fait que ta famille a accepté ton parcours de route professionnel. Oui. Okay. Tu sais, Handsome GF, c'est un peu ma personnalité fois 1 million. Oh, pas tant que ça. Non? Non, fois 1000. Pas 1 million. OK. Pas 1 million. Mais tu sais, dans les sports, j'étais plus jeune, j'étais un peu arrogant au baseball, au hockey. Fait que tu sais, c'est ma personnalité amplifiée. C'est ça que je dis. Je me pensais pas si baveux que ça, là, mais... Mais toi, Pat, tu dis écrivain, c'est un peu plus noble, mais quand même.
Tu sais, les parents à l'époque, ils deviennent docteur, avocat. Ah oui, mais je veux dire, la lutte, ça n'a pas été, je veux dire, présentement, c'est pas mon principal métier. Tu sais, j'ai écrit des livres depuis 2013. J'étais à TVA Sport depuis 6 ans, mais j'ai quelque chose d'autre qui paye mes factures, qui paye mon hypothèque. Donc, c'est pas comme si j'avais fait le saut à 100% pour dire, OK, là, je me consacre à écrire des livres de lutte, parce que le marché est quand même plus niché. Tu peux pas écrire des livres de lutte pendant 30 ans. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que là, j'ai écrit un livre sur le hockey récemment, une biographie de Butch Bouchard. C'est pour ça aussi qu'à TVA Sport, là, je fais Gage-tu, une émission de paris sportif. Mais c'est à cause de la lutte. Si j'avais pas écrit de livre sur la lutte, j'aurais pas écrit un livre sur le hockey. Si je suis pas à TVA Sport avec Kevin pour WWE Raw, ben je suis pas à Gage-tu non plus, tu comprends? Fait que, c'est tout ça qui s'entremêle. La lutte m'a ouvert les portes des médias. Puis ça, je serais toujours reconnaissant à ce milieu-là pour ça. Hey, je me cherche un biographe, justement. Ah ouais? Ouais. On va attendre encore une vingtaine d'années. Mais... Hey, mais je pense que j'ai à peu près pour 15 pages à raconter. Tu devrais être capable, là. Mais ça m'amène justement à ma prochaine question. Est-ce que la lutte, c'est payant? Est-ce que devenir un lutteur, un animateur, peu importe, un analyste, est-ce que c'est payant, la lutte? Ben, je peux parler le côté lutte indépendante. C'est pas très payant. Il n'y a pas personne qui peut vivre de ça au Québec. Je vis pas de ça. Je travaille chez Boréal comme gérant de district. C'est pour ça qu'on a de la bière sur le plateau. Mais, tu sais, pour moi, c'est pas un passe-temps parce que je prends ça au sérieux, mais je pourrais pas vivre de ça. Puis même les gars qui pensent pouvoir vivre de ça, il faut que tu te déplaces, il faut que tu ailles aux États-Unis, il faut que tu ailles en Europe, il faut que tu ailles au Japon, il faut que tu te promènes. Tu as comme beaucoup d'années de vache maigre avant d'arriver au top. Les grosses fédérations, il faut vraiment que tu bûches longtemps à dormir dans ton auto, pas bien manger, dormir sur le plancher d'un hôtel. C'était vrai il y a un certain temps. Ouais. C'est un peu moins vrai aujourd'hui. Le circuit indépendant, admets-le, et plus quand même, paye beaucoup plus maintenant qu'il payait il y a une dizaine d'années. Mais dans mon temps, quand j'étais plus jeune, dans la vingtaine, quand j'ai à 24 ans, 25 ans, il aurait fallu que je parte en Europe, au Japon, aux États-Unis, me faire connaître. Tandis que maintenant, ils ont des territoires de développement comme NXT, le centre de performance de WWE, où ils recrutent des athlètes. Puis là, tu peux commencer sans avoir été un lutteur. Ils peuvent te montrer à lutter. Mais à l'époque, il fallait que tu te promènes, puis c'était par recommandation. C'était complètement différent. Puis la scène indépendante n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, tu sais, on a par exemple un Mike Bailey, qui est un Québécois, qui est avec Impact. Mais aussi œuvre énormément sur le circuit indépendant. Il lutte beaucoup. Il a lutté, je pense, 130 matchs en 2022, ou un petit peu plus, mais il vit de son métier. Tu comprends? Sans être à la WWE et sans gagner des millions non plus. Mais tu es capable au moins de vivre de ton art, de vivre de ce que tu fais. Sans être obligé de coucher dans ton auto ou de presque pas être payé. Mais ce que JF dit là, oui, il fut un temps où c'était ça. Kevin Owens et Sami Zayn, les deux Québécois qui sont à la WWE, moi, j'ai voyagé énormément avec eux autres lorsqu'ils étaient sur le circuit indépendant. C'était Kevin Steen, puis Sami faisait le personnage masqué d'El Generico. Et je veux dire, on en a fait des allers-retours Montréal-New York, Montréal-Philadelphie, Montréal-Boston, juste pour sauver, en voiture, juste pour sauver une chambre d'hôtel. Parce qu'ils n'étaient pas payés assez, puis on couvrait à peine les dépenses, puis on payait surtout pas de chambre d'hôtel. Donc, on faisait des allers-retours, puis on sauvait une chambre d'hôtel, puis les gars, ils avaient un peu plus d'argent en bout de ligne dans leur poche. Donc, ça marchait comme ça. Kevin et Sami, ils ont été portés, à l'époque, c'était même un tape, c'était littéralement un tape, une cassette, au scripteur de Ring of Honor pour essayer de se faire booker là. C'est comme ça fonctionnait là, dans les années 2003, 4, 5. Donc, c'était une autre scène à l'époque. Maintenant, c'est payé davantage, même au Québec. C'est plus payé que c'était quand tu as commencé. Oui, mais c'est pas... Même il y a 10-15 ans. Oui, mais c'est pas énormément payé. Mais non, absolument pas. Tu peux pas vivre de ça juste au Québec. Champion du monde à NCW, oui, c'est quand même assez payant, mais... Oui, absolument. Absolument. C'est à Sainte-Thérèse, le taux de change est un petit peu plus élevé. Oui, quand tu traverses là-bas, c'est de l'argent de Sainte-Thérèse, oui. Après la rivière des Mille-Îles, c'est ça. Mais je posais la question parce que c'est important, parce que les gens qui ne connaissent pas le derrière de la scène, ils regardent The Rock, John Cena, tu sais, des grandes vedettes, ils disent « Je vais faire la lutte pour arriver à eux autres directement », mais ils ne connaissent pas tout le parcours, les sacrifices, la persévérance.
Tu sais, Kevin et Sami, pour revenir à eux, aujourd'hui, oui, ça gagne des millions, mais ça n'a pas toujours été le cas, justement. Tu sais, Kevin a été sur le circuit indépendant pendant quoi, une quinzaine d'années? Tu sais, lui a commencé, lui a connu Kevin Owens, il a connu à l'école de lutte. Ah oui, moi, j'ai connu Kevin, il était tout jeune, à l'école de lutte, on a commencé ensemble. Puis Jacques, malgré tous ses défauts, reconnaissait que Kevin avait un petit quelque chose de plus. Puis aujourd'hui, il est rendu où ce qui est. C'est le kid. Le kid, Kevin, mais Kevin a travaillé fort, puis il a été longtemps à ne pas faire d'argent. Puis là, aujourd'hui, tant mieux, il a bûché fort pour être là. Je me rappelle, on avait été voir un spectacle à New York, puis on revient de sortir, puis Kevin est dans notre chambre. Il était venu coucher à terre dans notre chambre pour sauver une nuit d'hôtel, parce que c'était comme ça qu'il fallait qu'il fasse pour y arriver. Fait que, puis il a vraiment bûché fort. Là. Fait que, non, justement, parce que ça ne doit pas être évident pour un jeune de savoir c'est quoi la route que je dois entreprendre pour devenir un Handsome Jack, c'est quoi la route que je dois entreprendre pour devenir un Pat Laprade. Tu peux pas devenir un Handsome JF. Mais... Écoute, j'ai de très bonnes histoires à compter, puis t'en connais pas mal là-dedans. Non, mais c'est la base. Il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu apprennes. Moi, c'est Jacques Rougeau qui m'a montré mes cours. Puis comme on a dit tantôt, il peut avoir une mauvaise réputation sur certains points, mais moi, j'ai appris une bonne base de lutte. Puis plusieurs des lutteurs qui ont passé par l'école de Jacques ont eu une belle carrière. Donc, c'est vraiment aller à l'école, apprendre la base, des rudiments. Puis au-delà des manœuvres, des moves, des séquences, c'est raconter une histoire. La psychologie de la lutte, c'est ce qui est le plus important. Il faut que tu racontes une histoire, il faut que les gens se sentent investis. Il y a un babyface, il y a un gentil, il y a un méchant. C'est un peu comme un film d'action. Tu sais, le gentil a le dessus au début, ensuite il se fait écraser par le méchant, il essaie de se battre, il se fait écraser, puis à la fin, il y a une histoire. Puis là, il faut que les gens se sentent investis, il faut que tu impliques la foule. Tu sais, c'est une forme de théâtre super le fun parce que au théâtre régulier, la foule n'interagit pas, mais nous, quand on est dans le ring, c'est aller chercher les réactions des gens. Puis souvent, ça peut influencer un match que tu as monté, qui peut tourner d'une autre façon parce que la foule réagit d'une telle façon. Fait que c'est vraiment, tu le sens si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Là. Mais ce qui est intéressant, ce qui est surtout le fun pour les jeunes présentement, les Québécois présentement, c'est deux choses. Il y a de la lutte en français. Moi puis Kevin à TVA Sport, JF et Marc avec les pay-per-view d'Impact. Et il y a des Québécois qui performent dans les plus grandes organisations de lutte. On a parlé de Kevin et Sami. Il y a 3 Québécois à AEW, la compétition de la WWE. Ivo Luno, Matt Menard, Angelo Parker. Il y a PCO, Pierre-Carl Ouellette. Il est encore vivant. Ah oui? Il vient de ressusciter récemment. Il y a justement un personnage un peu à la Frankenstein. Exact. Là, il vient de ressusciter. Il avait été enterré dans le désert à Las Vegas. Puis au dernier show, il est réapparu avec... En crachant du sable, parce que tu as été enterré dans le désert à Las Vegas. Quand tu sors de là, tu as du sable dans la bouche. Il est arrivé. Il est revenu là, au dernier spectacle qu'on a fait Hard to Kill à Atlanta. Fait que PCO et Mike Bailey sont du côté d'Impact. Tu as Lufisto, qui est une Québécoise qui est connue partout dans le monde, dans son milieu. Donc, pour un jeune Québécois ou une Québécoise, c'est le fun d'avoir des modèles comme ça où tu te dis, OK, il y a des Québécois qui percent, il y a des Québécois qui ont commencé ici sur la scène locale, puis là, qui sont connus mondialement. Puis c'est le fun, regarde, il y a une recrue en ce moment, Zach Patterson, qui est le fils de Bertrand Hébert. Non, le fils de Bertrand Hébert avec qui j'ai écrit les livres, mais il a pris le nom Patterson parce que Bertrand a été le biographe de Pat Patterson. Donc, il a pris le nom, puis bon, lui, il va en faire un métier. Lui, il prend ça au sérieux, puis c'est son rêve depuis qu'il est tout petit. Puis il a été entraîné, il a passé par 2 écoles de lutte, puis là, il commence à lutter un peu partout au Québec. Il a une bonne base, puis là, plus qu'il lutte, plus qu'il développe sa personnalité. Au début, il se concentrait sur ce qu'il faisait dans le ring. C'est correct. Mais là, il commence à être plus à l'aise. Il communique plus avec la foule. Il est capable de prendre plus son temps. Fait que, tu sais, c'est des choses comme ça qui font qu'à un moment donné, c'est pas juste la lutte, comme JF disait, mais il faut que tu développes ta personnalité, ton personnage. Puis c'est là qu'à un moment donné, tu vas te faire découvrir et que tu vas commencer à avoir des offres intéressantes. Ouais, parce que les manœuvres de lutte, tout le monde peut les faire. C'est la façon que tu les vends, c'est la façon que tu les fais. Si tu fais... Je pourrais faire un slam qu'on appelle ou un enfourchement. Un enfourchement. La façon que je le fais, si c'est très mécanique puis je ne regarde pas la foule, ça n'a pas le même impact que si je le prends, je tourne, je tease la foule, puis là, je le fais. Là, tu peux avoir une plus grosse action. Fait que ça dépend de... Puis la personne qui prend la manœuvre, ça t'aide aussi si elle vend bien. On appelle ça vendre dans le monde de la lutte, du selling. S'il vend bien ta manœuvre, ça te donne la crédibilité. Mais si tu travailles avec quelqu'un qui ne sait pas travailler, qui tombe comme une roche puis qui a l'air mort tout de suite, ta prise n'a pas l'air si bonne, mais s'il tombe, puis là, il vend son dos, puis là,
des expressions travaille faciales. pour la foule. Exactement. Il faut toujours travailler pour la foule ou la caméra. Si Jim me donne un coup de poing, puis moi, je fais comme ça me faisait pas mal, ben lui, il a pas l'air d'un gars fort qui est Tout le monde capable de donner paraît un coup de mal, poing. c'est Tout le ça. monde paraît mal. Personne qui gagne là-dedans. Ouais. Fait que c'est comme une danse. C'est comme une danse à deux. Tantôt, j'ai dit que c'était pas vrai la lutte puis que c'était pas arrangé. J'aime pas ça qu'on dise que c'est fake parce que je pas fake. t'ai montré une photo tantôt que j'ai reçu des atémies. Si j'en ai pas reçu 60, j'en ai pas reçu une. J'avais le torse rouge. Puis quand on tombe pour vrai. Bien, c'est chorégraphié, mais c'est une danse sportive, puis il y a des risques. Puis Mais il y a une des chutes. différence entre fake et scénarisé. Scénarisé, c'est un mot qui existe, puis je veux dire, il n'y a pas de tabou au mot scénarisé. Là. Les films sont scénarisés, les séries sur Netflix sont scénarisées. Fait que c'est un show scénarisé, mais c'est également des athlètes qui performent devant un public. C'est des cascadeurs qui ne peuvent pas reprendre leur prise. Tu sais, c'est tout ça, là. C'est de la danse, de l'improvisation, c'est de la gymnastique, c'est de l'acrobatie. Les gens vont au C'est tout cinéma ça, et là. ils disent pas que c'est fake au cinéma. Ben non. Mais à la lutte, ils vont dire que c'est fake. Ouais. Pourtant, il n'y a pas de grosse différence. On joue de la même façon, on joue live en plus. On ne peut pas se reprendre si on manque de... Moi, j'avais fait une conférence, puis une dame m'avait dit ça. Elle disait, moi, j'ai arrêté d'écouter la lutte quand j'ai su que c'était arrangé. Je dis, madame, je vais poser une question. Allez-vous au cinéma? Elle dit, ben oui. Je vous savez que c'était arrangé ça aussi. Allez-vous arrêter d'y aller? C'est bien dit, bonne analogie. Fait que, tu sais, c'est ça. Il faut juste se sortir de ce que le sport essaye de vendre. Puis, tu sais, on est un peu coupable. Notre monde est un peu coupable de ça parce que pendant des années, des décennies, on a vendu ça comme si c'était vrai. Et là, c'est sûr que la journée que tu apprends, c'est pas vrai. C'est comme apprendre les trucs d'un magicien. Tu sais, comme, je suis un peu déçu, tu sais. Mais je pense que là, on est en 2023. Ça fait assez d'années que c'est connu que la lutte, c'est ce qu'elle est. C'est un théâtre extrême. C'est un sport de combat scénarisé. Ben, est-ce qu'on peut juste exploiter ce côté-là pour reconnaître le talent que ces personnes-là ont? Tu sais, quelqu'un, autant de JF à Sainte-Thérèse que Kevin Owens dans un ring de la WWE, il y a un scénario qu'il doit suivre, c'est un acteur, il doit jouer un rôle, il doit parler à une crowd, il doit interagir avec celle-ci. Je veux dire, ça prend quand même un certain talent, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Absolument. Là, vous parlez du talent sur le terrain, sur le ring. Vous faites de l'animation, Impact, TVA Sport. Quel est le talent que ça a besoin pour garder la foule engagée à la télévision ou en pay-per-view? Parlez-moi de vos skills d'animateur. Bien, moi, je pense qu'il faut essayer, puis tu me diras si j'ai raison, je pense qu'il faut essayer d'avoir un thème de voix qui n'est pas linéaire, qui n'est pas monotone. Tu sais, il faut essayer d'avoir une bonne intonation, mais également d'avoir des pics puis des lows, là, tu sais. Tout n'est pas toujours dans le tapis, mais en même temps, si tu fais juste décrire ça comme si tu décrivais... je sais pas moi, comme si tu décrivais un concours de d'or. Quoi des fois, le d'or, il s'énerve un peu. Ouais. Mais il y a beaucoup de boissons. il y a beaucoup de boissons, effectivement. Mais tu sais, si tu décris ça comme si tu décrivais une funéraille, ben c'est sûr que ça ne fit pas avec l'action, puis tu vas perdre ton auditoire. Je pense qu'il faut être capable, justement, d'amener les gens à apprécier le spectacle encore plus. Nous, c'est ça notre rôle. Oui, c'est jouer avec l'émotion, puis raconter l'histoire que tu vois dans le ring, essayer d'amener quelque chose que les gens à la maison ne connaissent pas. Donc, moi, mon rôle, c'est ça, comme analyste, c'est de décrire la prise. Où ça fait mal, de quelle façon il travaille, si le lutteur ou la lutteuse commence à travailler le bras, parce que ce lutteur-là a une prise de finition et c'est le bras. Fait que, c'est amener ce genre de truc-là. Puis ça peut pas être un feu d'artifice tout le temps. Fait qu'il faut pas toujours crier, avoir les baguettes en l'air. Il faut toujours, comme Pat a dit, il faut ramener les gens quand c'est tranquille, puis s'emballer. Puis moi, je dis tout le temps, c'est incroyable, mais des fois, je le dis trop parce que... Comment tu le dis? Incroyable! Mais si je le dis 100 fois dans un show, ça vaut plus rien. Fait que j'essaie de tempérer mes émotions, mais si tout est incroyable, il n'y a rien d'incroyable, tu comprends? Mais c'est juste ça qu'il faut doser. C'est raconter de l'émotion, puis investir les gens, puis leur... Mais un jeune qui veut faire de l'animation comme vous, est-ce qu'il doit prendre des cours? Est-ce qu'il doit prendre des cours de diction? Est-ce qu'il doit être bien anglais, français? Il faut qu'il y ait du talent, c'est tout. Si t'as pas de talent, va pas là-dedans. Non. Quel mauvais conseil! Non. Je fais des farces. Les gens de communication vont aller chercher de très bonnes bases. C'est sûr que ça peut les aider. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la lutte. J'avais jamais fait ça de l'analyse. Ça fait 2 ans que je le fais. Mon premier spectacle que j'ai fait, puis ce que j'ai fait en fin de semaine passée, c'est 2 mondes. Là, je suis rendu habitué.
Je sais quand le producteur me parle dans les oreilles, je sais quand c'est les décomptes, je sais quand il faut que je commence à parler, arrêter. Puis la communication, puis la magie, la synergie que tu as avec ton partenaire, c'est avec le temps que ça se fait. T'sais, Pat et Kevin, le premier show qu'ils ont fait, puis celui qu'ils ont fait la semaine passée, ça doit être un monde de différence. On avait une bonne chimie du début, mais je veux dire, notre chimie qui est là, elle est ailleurs aussi. Puis moi, je veux dire un secret, moi, je détestais commenter la lutte avant d'arriver à TVA Sport. Je l'avais fait à quelques reprises pour de la télé communautaire, pour des DVD, mais je l'avais jamais fait, évidemment, je l'avais jamais fait à la télévision, puis j'avais haï ça à chaque fois que je l'avais fait. Pour vrai, ma plus grosse béquille, toi, t'es chanceux, t'es lutteur. Moi, ma plus grosse béquille, c'est que je connais pas les noms des prises. Ça me rentre pas dans la tête. Je veux dire, mettons, tu me dirais Dragon Suplex. J'ai une idée de quoi ça ressemble, mais en même temps, j'ai un doute que, c'est une Dragon, ça, ou c'est quelque chose d'autre. J'arrive pas, ça me rentre pas dans la tête. Donc, j'haïssais ça parce que, justement, si j'étais appelé à commenter, je savais pas le nom des prises. Fait que ça devenait compliqué. TVA Sport appelle, c'est sûr que c'est TVA Sport, c'est WWE, tu fais comme, bon, je peux comme pas refuser cette offre-là. Mais en bout de ligne, j'ai appris à contourner un peu cette béquille-là. Je me suis amélioré, mais en même temps, Kevin, lui, il est meilleur pour les prises que moi. Fait que des fois, je le laisse aller avec le nom de la prise, puis là, whoop, moi, c'est ça l'équipe. Moi, je fais la même chose. Je fais la même chose avec Blondin. Blondin, il est plus old school. Il sort ses phrases, bras à la volée, enfourchement. Puis quand c'est des prises plus compliquées, comme un V-trigger, qui est un coup de genou, un sling blade, que c'est un enfourchement, tu fais tomber le gars. C'est des trucs que moi, j'embarque. Mais à l'époque, c'était plus... Il y avait un descripteur, puis il y avait un analyste. Aujourd'hui, ça s'entrecoupe un peu plus, puis c'est ça qui fait la synergie entre les deux. Puis moi, j'essaie toujours d'aller chercher un nom de prise en français. Fait que Kevin ça va être un défi, ça. Alors ça, c'est un défi. Ben oui, puis des fois, c'est parce que maintenant, avant, c'était vraiment un nom de prise. Maintenant, surtout à la WWE, c'est des noms qui veulent pas nécessairement dire quelque chose. Tu sais, je sais pas moi, Bianca Belair, elle monte son adversaire sur ses épaules, puis elle la redescend après à terre, mais elle appelle ça « Kiss of Death ». Bon, remarque que ça, c'est facile à traduire. Le baiser de la mort, tu sais, c'est le KOD, c'est le baiser de la mort. Mais il y a des manœuvres, des fois, qui sont plus difficiles à traduire. Fait qu'on y va avec ça. Kevin va arriver avec la prise en anglais. Moi, je vais le dire en français. Puis on se trouve cette façon de fonctionner là. Puis c'est sûr qu'après 6 ans, je suis un peu plus habitué. Mais c'est la dynamique d'équipe qui est importante. Vous vous complétez. Toi avec Marc Blondin, toi avec Ken Raphaël. C'est ça qui fait que... C'est tellement captivant quand on vous écoute. J'ai pas écouté ton dernier pay-per-view, là. Je vais aller l'écouter, ça c'est clair. Mais souvent, j'imagine que même hors d'onde, Pat et Kevin doivent être la même chose qu'ils sont en onde. Moi puis Blondin, là, on est partis en avion ensemble le jeudi de Montréal à Atlanta, puis le temps qu'on est revenu, puis ce que vous avez vu en onde, on s'obstine de la même façon, on se parle de la même façon. Fait qu'on se pratique, on dirait tout le long du voyage, on arrive au show, on est rodé parce qu'on s'est obstiné, puis on a jasé tout le long de... Exactement. Ben oui, Kevin et moi, mettons, je vais dire, mais voyons, quel idiot! Il va dire, toi, t'es idiot. Mais dans la vie de tous les jours, je vais dire le mot idiot, puis Kev va me regarder et dire, toi, t'es idiot. C'est la même chose. C'est la même chose. Là. Ben oui. Et là, je vous arrête. Oui. Parce qu'on est rendu à la fin. Mais est-ce que vous connaissez votre lutte? Moi, dans mon émission, il y a une section qui s'appelle le Sweet Six. Mais là, cette section-là, je vais l'appeler « Est-ce que tu connais ta lutte? » Là, avant qu'on fasse un prélude, est-ce que tu connais Monsieur Haïti? Monsieur Haïti, oui. C'est quoi son vrai nom? Je ne sais pas. Si je te dis Castor, ça te dit quelque chose? Non. La liste internationale? Moi, je sais que c'est son père. Mon producer ici, là? Oui. C'est son père? Un point pour moi. Monsieur Haïti, c'était son père? C'est son père, oui. Non, ton père. Let's go, Ton père a lutté mon avec Monsieur producer. Haïti. Il a lutté avec Monsieur Haïti. C'est ça. J'ai un demi-point là-bas. Un demi-point? Comment ça, tu sais ça, toi? Parce que t'es arrivé avant J'ai moi. des contacts. C'est ça. Champion, hey. Fait que là, le producer, avant qu'on commence l'émission, Castor m'a dit, écoute, je vais produire, mais je vais être comme un fan. J'ai deux fans. Je vais te poser la question, mais là, je vois que t'es bien parti. T'es bien parti. Fait que là, qu'est-ce qui va se produire? OK? J'ai besoin de ton aide, Sydney. À chaque fois que je pose une question, le premier qui a la réponse doit lever le bras. Okay? Si je suis pas sûr de la réponse, je vais me tourner vers mon producer. All right? C'est good? Puis tu me dis, tu jugeras c'est qui a levé la main en premier. C'est pas des questions trop difficiles, mais j'en ai 6. On va voir si vous connaissez votre lutte. Vous êtes prêts, les boys?
Calme ton rêve. Hey, je m'en allais déjà de baisser un bras pour lever le mien. Ben, tu stresses. Mon cousin va calculer les points. Première question. En quelle année a eu lieu le premier WrestleMania? 1985. Wow. Premier bonus, la date exacte. Oh boy, je pense que c'était le 31 mars Wow! Je l'ai dit que 1985. pour C'est ça pour vrai? C'est tout ça le 31 mars? Oui! Ouais, c'est ça. Wow! Wow! Je savais que c'était fin mars. Google ambulant. J'hésitais entre le 30 et le 31. T'es historien. Wow! T'as envie de savoir ça, Wow. OK. On se souvient tous du WrestleMania 3, Hulk Hogan qui fait la fourche. L'enfourchement. Avec le géant ferré. Ouais. Au 1000 près, il y avait combien de personnes à Détroit qui regardaient le match? Mais là, m'a donné le chiffre que tu veux avoir, mais c'est pas le vrai chiffre. 92 000. C'est 93. C'est 93 000. Par contre, il y avait réellement entre 78 et 79 000 personnes. Wow! C'est le chiffre que la WWE a inventé pour paraître plus gros que nature. Parce que c'est ça, la WWE, c'est toujours plus gros que nature. Mais dans les faits, il y avait entre 78 et 79 000 personnes. Il y a du monde qui font google.com, d'autres font du wikipedia.org, 93 000. d'autres qui font du patlaprade.com. Shit! T'as-tu le chiffre exact sur ton carton? 93 137? Ah, t'es 207. C'est à quelle arena, Ok, ça? tu vois. C'était au Silverdome. Ça, j'ai une anecdote là-dessus. Marc Blondin était présent sur les lieux, mais il s'en rappelle pas. C'est vrai. Il animait pour la WWE. C'est Incroyable. le plus gros show de l'histoire, 93 000 personnes. Incroyable. Il se rappelle même pas si ça a été tiré à la tête puis voir, Non. hey, c'est vraiment gros. Barnabé, c'est combien le point? Comment ça, 3-0. 3? Ah, j'ai eu C'est un pas point nécessaire. bonus. Pas nécessaire. J'ai eu un point bonus. Hey, j'ai un demi-point tantôt. C'est vrai, 3 à point 0.5. Oui, OK, on va y donner, 3,5. Prochaine question. Le Rock a fait sa première main event WrestleMania en 99. OK? C'était qui son adversaire? C'est GF en Triple H. Non. 99 de Rock, c'était Stone Cold? Ouf, c'est qui? C'est une machine! Ouais, c'est Stone Cold. Steve Moi, je me Austin! roule à terre. Si je l'ai, tu J'ai pas ça. Mais non, Wow. toi pas à terre. Mon deuxième choix, c'était Stone Cold. Ben oui. Mon gars, pas de la Triple part, H, c'est une machine. C'est Triple une H, c'était machine. SummerSlam. C'était OK, SummerSlam. OK, là, je reprends le contrôle, je reprends le contrôle. Choquant, ça. Quatrième question. On est juste à quatrième. Je vais donner des bonus si jamais tu as une bonne ça. réponse. On ne le dira pas à Pat. John Cena, OK? On le voit maintenant dans les films. Je vais vous nommer 3 films. Vous allez me dire dans lequel il n'a pas joué. OK? Premier film, 12 Rounds. Deuxième film, Fast and the Furious 10. Et le troisième, Deadpool. Le premier de te dire. 12 Rounds? C'était pas de mise dans toi. Mauvaise réponse. Ah non? OK. Deadpool, il a pas joué That's dans right! Et voilà. OK! Un petit extra. Hey, je m'en reviens. Ah ben, c'est une question de J'ai film. donné un C'est pas petit une question de extra. lutte. Vas-y. Quel type de musique il préconise? Le rap. That's right! Extra point! Hey, je reviens dans la gueule, là. C'est sûr. As-tu vu la question de pas bonus rangé, que je c'est pas donnais rangé. là? OK. Hey. Pas rangé. Là, on va voir si vous êtes fort. Là, c'est dans mes années. Là. Tout le monde connaît le NWO, right? NWO. Ça, c'est pas pire. Si je vous dis qui sont les 3 premiers... Oh. Scott Hall, Kevin Nash, Hulk Hogan. My God, excuse-moi! T'as même pas fini la question! On finit le tout sweet, je me revire, tu me sacs un couteau dans le dos. C'est quoi les points? C'est un heel, c'est un heel. 3,5. Oh! T'as une chance de gagner à cause de ton poinçon. Ça finit là-dessus. Ça finit sa La 6e. C'est quelle la C'est réponse? quand même un beau gagne? scénario, là. OK. C'est pas arrangé par Pas arrangé pantoute. C'est quoi le vrai nom d'artiste de cette personne? Le vrai nom d'artiste. De lutteur. Là, tu vas me donner son vrai nom, puis il faut trouver son nom de lutteur. Soyez prêts. Je comprends la question. Mark William Calloway. Oh, c'est qui? Attends. C'est qui? Oh! Come Je suis pas champion du monde pour on! lui. Hey! Bro, God bless NCW Winnipeg All-Star winner qui est même de la top. That's right! Fait tu sais qu'on parlait tantôt qu'il fallait vendre pour bien faire pareil son adversaire. Tu vois, j'ai bien fait pareil C'est JF. un vrai, c'est un vrai. Et voilà, je suis un vrai. Je suis un vrai. Ah, c'est correct. Les boys, C'est toi le avant qu'on se champion. quitte, c'est vraiment le fun. Écoute, je pourrais passer toute la soirée à vous jaser.
On a tellement une belle émission. Je regarde les sourires dans les visages de tout le monde au studio. On tripe bien raide. Avant qu'on se quitte, j'aimerais juste que vous me disiez la définition pour chacun d'entre vous du mot passion. Ça veut dire quoi pour vous? Mais écoute, la passion, c'est ce qui te pousse à aller plus loin, c'est ce qui te pousse à aller t'entraîner, ce qui te pousse à faire attention à ce que tu manges, peut-être te coucher un peu plus tôt, de vouloir être meilleur que tu as été la veille. C'est tous des clichés que je dis, mais dans le sport ou dans la vie ou dans le travail, je pense que c'est ça, c'est d'aller plus loin puis de te mettre des défis puis de ne pas te dire, tu sais, devenir complaisant dans ce que tu es. Je pense qu'il faut toujours essayer de se dépasser dans la vie. Je pense que ce serait ça. Pour moi, la passion, c'est ce qui te drive à aller plus loin, à continuer. Ouais. La passion, c'est pas compter ses heures. C'est faire ça parce que tu as du plaisir à le faire. Puis tu pourrais... tu sais, j'en fais beaucoup d'entrevues. Puis des fois, je réalise pas, ça fait 2h30 qu'on parle. Puis il me semble que je pourrais parler encore 2 heures de temps, que ça me dérangerait pas. Puis ça c'est la lutte pour moi, c'est ça. C'est un sujet qui est sans fin. On pourrait passer une demi-journée à en parler ici. Ouais, puis on aurait la même énergie, lui et moi. Puis je pense que pour moi, c'est ça la passion. Mais les gars, vraiment, merci beaucoup. Vous avez passé à travers le test. Je pense qu'ils connaissent bien leur lutte. Les boys? Ils connaissent très bien leur lutte. Mais le demi-point n'aurait jamais dû compter. Je pense qu'on va mettre un protet là-dessus. Ça devrait être égal. Moi, je pense qu'il y avait un ring, il y aurait un bon combat de lutte qui se passerait là, live and direct, right? Ouais, un ring. Non. J'ai mal à l'épaule un peu. J'ai mal aux genoux aussi, mais j'ai les genoux mous, c'est ça l'affaire. C'est la bonne répartie. Mais vraiment sérieux, les gars, continuez ce que vous faites. Je pense que vous avez donné des bons éléments de réponse à mes questions. Ils vont peut-être, le jeune qui vous regarde, qui vous écoute, dire « Ah, j'avais pas compris de cette façon-là, j'avais pas compris cette facette-là. » Vous avez été très éducatif, mais très généreux de votre temps. Je sais que vous avez des agendas très remplis, puis je l'apprécie énormément. Puis comme je vous dis, c'était comme moi, puis Sidney, puis Barnabé, on était comme des enfants. On dit « On va parler de lutte aujourd'hui comme des kids. » Et le jeune va surtout comprendre qu'il peut devenir champion du monde à Sainte-Thérèse. S'il y a une chose à retenir, c'est ça, tu sais. La belle ceinture. Ben oui. Mais les gars, vraiment, encore une fois. Merci à toi. Passez une belle soirée. Merci d'être venu sur le plateau de Simplement Monsieur Black. It's Mr. Black in the place to be avec Ensign GF et la légende Pat Laprade. Bless, let's go! Bro.